C'est un chapitre incroyable, c'est un résumé simple mais efficace car c'est totalement vrai. Si vous voulez tout savoir, j'ai même pleuré en voyant les meilleures images de celui-ci car le retour de ces deux-là fait super plaisir. Mais au-delà de ça, les thèses qu'on avance sont de plus en plus vraies. Un être vit parmi les Végas et il parasite tout. Et ici, forcément on révèle son identité. Mais le meilleur de ce chapitre, c'est bien Shanks. Et surtout Kid qui essaie de le battre à nouveau. On cherche un mot pour le définir et on a trouvé. Le crétin! Et bienvenue sur Raft et les Accords One Piece. Et là, on en tremble encore tellement ce chapitre, il était incroyable. Il y avait tout ce qu'on adore. Franchement, il était trop bien. C'était même mieux que ce qu'on espérait finalement. Oui, d'ailleurs, pendant la réaction live, vous avez été nombreux. Vous pouvez venir à chaque fois, c'est le jeudi à partir de 20h30. Donc n'hésitez pas, c'est plutôt cool. Et vous savez partager ça avec nous, c'était vraiment agréable. D'ailleurs, il y a un autre live ce soir et c'est un quiz sur One Piece avec des questions assez difficiles. Donc on participe parce que c'est des Nakama qui nous ont envoyé le quiz. On va découvrir avec vous, ça va être génial. Si vous nous battez, eh ben, il y aura peut-être une petite surprise. Petite surprise. Parce que je l'ai très mal prononcé. Alors venez les Nakama. Ce sera vraiment drôle, donc comme on disait, c'est tous les vendredis à 20h, 20h30, ça dépend si on est en retard ou pas. Mais en tout cas, à 20h30, normalement, c'est ok. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Cette semaine, One Piece est à l'honneur dans le Shonen Jump. Il fait la couverture, et là c'est une couverture qui est assez sympathique, agréable. On voit les vraies couleurs de Vegapunk, on voit Luffy, qui est en rouge, ça on s'en doutait tous, et Chopper, sa combinaison. Fallait imaginer les couleurs, et là c'est plutôt pas mal. Mais en soi, ça nous apporte pas grand chose, et ça se voit qu'Oda il ne s'est pas tellement foulé parce que ce sont des images qui étaient déjà sorties avant. C'est bien, hein, franchement une page couleur c'est déjà bien. Mais le color spread, lui, est beaucoup mieux. Là on voit tout l'équipage, on voit vraiment quelque chose d'assez agréable, et Nami est mise à l'honneur en fait. Là on la voit, elle est sublime là-dessus, on est d'accord? Nami, mais aussi Robin, on la voit pas énormément, elle est un peu cachée, mais quand même, ça reste la Robin qu'on adore tous. Oui, c'est un petit peu en mode exploration, c'est plutôt sympathique. Avec son chapeau, si je me trompe pas, ça fait un petit peu Kaito dans Hunter x Hunter. Et puis on a Franky sur ce côté-là avec ses petites lunettes qui baissent un peu en pervers et il se dit « Je viens de voir la culotte de Nami !» Et puis voilà. Première vraie page du chapitre. Le Séraphin Kuma et le Séraphin Mihawk se tiennent face à leur cible. Zoro se pose des questions sur les demandes du CP0. Les libérer? Eh bien non, car ils ne voudront certainement pas se rendre par la suite. Pourtant, Kaku dit que oui, ce sera le cas. Mais ça, c'est un gros mensonge à peine caché. Et pourtant, le fils saute dedans à pieds joints. Bébé Mihawk en profite et attaque avec ses jambes. Il possède un fouet du démon, celui de Mr. One, le Supa Supanomi. Kaku, lui, il est sauvé de justesse. Et il en profite même pour marteler qu'il serait bien plus utile libéré. Shaka demande à Lucci quelle est sa mission. Et le léopard répond au tac au tac que c'est de tuer les Vegapunk. Et maintenant, il éliminera ceux-ci dans la foulée. Kaku lui hurle qu'il aurait dû mentir. Et pendant ce temps, la voix de Nami est entendue. Elle est tombée sur quelque chose. Zoro lance qu'il faut se bouger, il faut protéger tout le monde. Et Luffy demande les clés à Shaka qui lui donne en lui demandant de protéger le Stella. Le héros se tourne alors vers Lucci et Kaku pour leur dire qu'ils ne peuvent le battre. Alors ils ne devront s'en prendre ni à lui ni à ses amis. Zoro forcément lui dit que Lucci dira toujours oui pour arriver à son but. Et pourtant, eh bien Lucci hurle qu'il se vengera. Il est carrément tombé dans le panneau. Luffy sera le premier, puis tous ses amis. Et là, bébé Kuma lance son Ursa Shock. Les menottes tombent et dans les débris, deux équipes se forment. Luffy dégaine son gear fort alors que Lucci prend sa forme hybride pour attaquer ensemble bébé Kuma. Bébé Mihawk, quant à lui, vient de se faire trancher par Zoro et Kaku. Ils s'envolent tous les deux et se crachent au sol. Le CP0 est en train de négocier. Eh ben non, parce qu'en vrai, il n'y a que Kaku qui négocie. Lucci lui saute dedans, deux pieds devant, genre il a une formation de monteur professionnel. Et là, il pense qu'à la bagarre, il pense qu'à écraser Luffy. Ça se voit qu'il pensait à ça depuis 2 ans, et il y pense encore et encore et encore. Et maintenant, il rajoute ceci dans le tas, et lui, il veut juste démonter tout le monde. Il en a marre de mentir, il veut juste réaliser ses rêves. Le pire, c'est que ça marche avec Luffy, ce genre de choses. Quand t'es honnête avec lui, le mec, il te donne du crédit, donc pourquoi pas. C'est une stratégie comme une autre. Par contre, Kaku, il ment vraiment beaucoup, hein. Je le voyais pas comme ça, je le voyais plus honnête, mais non. Le fruit de bébé Mihawk est vraiment parfait pour lui. Finalement, c'est le fruit Tailladan, le fruit de Mr. One. Et là, face à Zoro, eh bien, il y a tous ses meilleurs adversaires finalement. On a Mihawk, on a Mr. One, on a Kuma et on a Kaku. Donc là, finalement, on a tout le monde, tous ses meilleurs adversaires qu'il avait affrontés avant l'ellipse. Donc là, finalement, ce serait un message de la part d'Oda pour nous dire qu'il va tous les surpasser. Et ça, on verra plus tard du coup. Mais la vérité, c'est que ça nous montre une chose, c'est que le clonage de fruit du démon, en tout cas le clonage de Paramecia, peut se faire à l'infini. En fait, le sang vert issu du fruit de Mr. One, issu de Mr. One directement, soit il a été conservé pendant longtemps, ou alors il a été injecté quotidiennement et il est répliqué quotidiennement. Ça fait 2 ans que Mr. One s'est évadé, ça fait 2 ans que Mr. One n'est plus dans Impel Down, donc ça fait sens en vrai. À mon avis, Vegapunk peut le cloner à l'infini.
Et du coup, on a Oda qui nous offre un Mihawk avec un fruit du démon. Et ça, du coup, ça fait plaisir parce que forcément, quand il affrontera Mihawk plus tard, si un jour il l'affronte en tout cas, et il aura pas de fruit du démon Mihawk. Donc on voit un peu du coup ce que ça pourrait donner. Ouais, c'est plutôt sympa cette histoire de clone. Donc on peut avoir beaucoup de combinaisons différentes et plein de gens nous ont dit oh je m'y retrouve plus moi avec tous ces fruits du démon, tous ces clones et compagnie. Ça a jamais été très clair dans One Piece en fait vu le nombre de personnages qu'il y a, vu le nombre de fruits du démon qu'il y a. Bon c'est pas en rajoutant des clones de fruits du démon qu'on va plus se perdre ou moins se perdre. Non. Enfin, moi je trouve ça vraiment agréable. Il y a des combinaisons incroyables qui peuvent se faire. Par contre je me demande est-ce que tous les fruits du démon, tous les clones de fruits du démon sont compatibles avec tous les séraphins? Ça c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant en fait à pousser. Par exemple, le fruit de bois Hancock, est-ce qu'il serait bien sur tous les autres séraphins? Est-ce que le sang vert de bois Hancock pourrait être injecté partout? Ça, c'est une bonne question. Et pour revenir du coup sur la fameuse alliance, on est content. On a Luffy et Lucci d'un côté et Zoro et Kaku de l'autre. Mais par contre, on se pose une question. Ce qui est assez étonnant, c'est que Luffy utilise son gear fort. Alors, soit il sous-estime les séraphins, ou alors le Gear 5 lui donne vraiment beaucoup d'énergie et il n'a pas forcément envie d'être fatigué à ce moment-là. En même temps, on a aussi Lucci qui est sous sa forme de léopard classique, il n'a pas du tout utilisé son éveil, donc c'est finalement qu'ils estiment qu'ils sont assez forts tous les deux pour battre le Séraphin. Pareil pour Kaku qui n'est pas en éveil, et Zoro il n'utilise pas le Haki des rois revêtis, donc non. Et d'ailleurs pour nous, les Séraphins vont très vite se relever, c'est pas normal en fait qu'ils tombent aussi facilement, ce sont les êtres les plus puissants des mers en fait. Vegapunk l'a dit, ils vont se relever, ils sont quasiment invincibles, il faudra un peu plus de force, un peu plus de Nika pour les détruire. Dans une salle très particulière, des agents du gouvernement sont enfermés. Ils ont l'air de tous souffrir et ont vraiment très faim. Enfermés depuis 2 mois, ce sont eux les agents qui avaient été envoyés pour contrôler les lieux. Mais à leur départ, les monstres des mers les ont interceptés et enfermés. Forcément, ils ont cru que c'était Vegapunk qui les avait enfermés. Mais maintenant, le vieux se retrouve avec eux, enfermés et blessés. Il lâche même qu'il n'en savait rien. Tout ça, ça se passait juste sous son nez. Et maintenant, il comprend comment ses recherches sur le siècle oublié ont pu fuiter. Alors que pendant ce temps, on apprend que plus de 100 navires de la marine vient de quitter la base du G9. Il se dirige directement vers Egghead. Il y a même une personne qui lâche bien reçu. Que se passe-t-il sur Egghead? Des personnes sont enfermées, et ces personnes, c'est pas n'importe qui. C'est tous les membres du Cypher Pole qui ont été envoyés sur place pour inspecter. Ils n'ont rien trouvé sur place, les pauvres. Ok, tant mieux. Ils sont repartis tranquillement, et là, on les a interceptés avec les Seabeasts. Quelqu'un a envoyé les Seabeasts, donc quelqu'un qui a le pouvoir sur les Seabeasts, les a envoyés, puis enfermés dans un laboratoire secret, des cellules secrètes, en fait une prison secrète sous Egghead. En tout cas, on présume que c'est sous Egghead parce que sinon c'était en surface. C'est pas sous Egghead, pardon, c'est sous le dôme. C'est dans le dôme, caché dans le dôme. Donc forcément, cette personne, elle était là avant, elle était là il y a longtemps. Vu qu'elle a pu construire cet endroit, mais elle a aussi pu enfermer ces personnes. Donc elle est là depuis au moins un mois, depuis au moins quelques mois même, peut-être même à la création d'Egghead. Mais qui est cette personne? Donc là, il y a plusieurs théories qui fusent, mais nous, on reste effectivement sur notre théorie Cell. Comme vous le savez, Oda, il est aussi un fan de Dragon Ball, et Cell, c'était l'un des meilleurs antagonistes, et Cell, il avait été créé à partir de l'ordinateur de Gero. Et nous, finalement, on pense à quelque chose un peu comme ça, donc ce serait finalement ce clone de Vegapunk qui aurait été créé par l'ordinateur directement, et qui obéirait directement à la marine. Ce serait vraiment intéressant en vrai. Ce serait toucher encore plus du bout des doigts le rêve d'Oda de faire un univers tellement énorme qu'il engloberait tout. Et là, ce serait ça. Ce serait avoir en fait un espèce de clone. On est dans l'arc des scientifiques. On est dans l'arc de l'équivalent du docteur Gero, de l'équivalent de Bulma, de tout en fait. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir un équivalent de Cell. Un Séraphin, Vegapunk, surpuissant et qui contrôle tout. Parce qu'en fait, il peut donner les ordres. Il a les autorisations. C'est un Vegapunk. Et puis en même temps, on connaît Oda, il n'est pas du genre à faire les choses facilement. Il cherche toujours très compliqué. Et il va chercher vraiment ses idées un peu partout. Donc qu'il aille chercher ça un peu dans Dragon Ball, ça ne nous étonnerait pas du tout et franchement ça serait vraiment super bien. L'autre solution finalement ce serait que ce soit un Vegapunk qui est déjà présent. On penserait tout d'abord à Lilith, mais non, puisqu'elle a été attaquée directement. Pythagoras, c'est pareil, il a été attaqué. York, eh bien c'est pire, maintenant elle est carrément en pierre, donc j'espère en tout cas que ce n'est pas elle. Ensuite, il nous reste 2 personnes, Atlas, oui, et on a Edison. Atlas, on en doute pour l'instant. Ouais, il s'est fait un peu démonter, mais elle est revenue. On sait pas trop, on sait pas trop. Moi j'y crois pas. On la voit pas forcément derrière tout ça, être le cerveau de tout ça. Mais par contre, Edison, on y croit quand même un peu plus. Tout simplement parce que Edison est avec Nami et Chopper. Et qu'est-ce qu'on a entendu dans ce chapitre? Nami crie. Nami comme si elle avait été capturée ou elle est tombée sur un truc, mais pas quelque chose de super bien, parce que quand elle est tombée sur les diamants,
on l'a pas entendu. Là, on dirait qu'elle a été attrapée. Et si c'était Edison le méchant? Et si c'était Edison le traître? Personne ne soupçonne Edison, tout petit, tout mignon, et puis voilà. Et Edison vient d'attraper Nami, vient d'attraper Chopper, et ils vont très vite arriver à côté de Vegapunk, tranquillement. Et d'ailleurs, dans le color spread, on a Nami et Chopper qui ont l'air d'être dans la même bulle, dans la même zone, un peu recroquevillés sur eux-mêmes, comme si ils étaient vraiment attrapés. Bon, c'est un peu sorti de nulle part, mais exactement. Pourquoi pas. Voilà. Et enfin, les bateaux de la marine débarquent, la situation se tend réellement, et ça c'est super intéressant. On a vraiment envie de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que Egghead, c'est un arc de toutes les possibilités, c'est une réinvention du One Piece, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça qu'on attendait. Pendant très longtemps, on savait que Luffy allait battre Doflamingo, Luffy allait énerver un peu Big Mom. Peut-être qu'on se disait qu'il allait battre Big Mom d'une façon ou d'une autre, qu'elle allait être assassinée. Mais non, ok, tout va bien. Mais c'est pas beaucoup d'innovation. Kaido, on savait qu'il allait battre Kaido parce que c'était le programme en fait. Et ben là, maintenant, Egghead, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On ne sait pas si Luffy peut perdre. D'ailleurs, ces mots sont très étonnants. Il est très dans le « personne ne peut me battre, vous pouvez pas me battre ». On sent qu'Oda prépare en fait une chute de Luffy qui va être accentuée par tout ça. Ça va être génial. L'histoire se tourne vers une île bien éloignée, une île incroyable, Elbaf. Deux bateaux sont présents près d'un bar et un enfant demande à son idole de l'emmener avec lui. Il l'insiste mais rien n'y fait. Le pirate en question lui répond qu'il n'y a aucun moyen qu'il emmène un gamin à la tête brûlée comme lui. Alors forcément, il se met à bouder tout en étant rassuré par la tenancière du bar. Mais à l'extérieur, un homme fait irruption et hurle au capitaine qu'ils se font attaquer. Et le capitaine en question, c'est Shanks le roux, le Yonko. Il était prêt à partir, mais tant pis, il avait perdu la notion du temps. Après tout, il avait retrouvé des amis qu'il croyait morts. Ben lui dit que l'ennemi sera furieux, mais le Kirou raille Ben en lui disant qu'il n'a pas à dire ça, car il semble totalement concerné. Shanks leur dit qu'il est temps de mettre les voiles, et Yasopp s'extase. Le capitaine lâche qu'il ne veut pas faire de cette île un champ de bataille, alors que derrière eux, deux ombres se montrent. Deux ombres menaçantes et connues. Ce sont Dory et Brogy. Ils acceptent volontiers de donner un coup de main à Shanks. Le Yonko ordonne alors à Rockstar de donner un message à Kid. Il a le choix, livrer tous ses poneglyphes et se rendre, ou alors l'affronter. Ce n'est pas la fin du chapitre, et c'est déjà incroyable. En fait, Oda aurait pu s'arrêter là, mais encore une fois, il va encore plus loin. Moi, j'ai pleuré. J'ai vu Dory et Brogy, j'ai pleuré. Ça fait tellement longtemps qu'on attend que ces deux-là reviennent que c'est juste incroyable quand on les voit. C'est juste incroyable quand on les voit en fait sur Elbaf. Et d'ailleurs, c'est Elbaf. Comment ne pas être content quand on voit Elbaf? En plus, il y a Omoi et Kashi. Tout est là. Et comme on le disait, on n'arrêtait pas de le dire, Shanks est lié à Elbaf. Shanks est sans doute sur Elbaf. Et Shanks, son territoire, contient sans doute Elbaf. Et c'était vrai. Là, tout se goupille. Et on dirait que tout le monde connaît Shanks sur place. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Par contre, on se pose pas mal de questions. Comment Shanks peut connaître ces deux grands géants, Dory et Brogy? Ces deux-là sont sur Little Garden depuis plus de 100 ans. Et là, comment ils ont pu se connaître? Bon, on apporte tout de suite la solution, vous inquiétez pas. Roger a fait beaucoup de fois le tour de Grand Line. Il a dit lui-même. Eh bien, il a sans doute dû s'arrêter au moins une fois sur Little Garden. Et sur Little Garden, ça prend 1 an pour que le log pause se recharge. Peut-être que la première fois où il est arrivé, il a décidé de rester un bout de temps sur place. Soit pour les 1 an, on pense qu'il avait des Eternal Posts, soit en fait pour rester avec Dory et Brogy parce que ce sont des deux grands guerriers et il aimait les affronter. Pour moi, en fait, ces deux-là sont quasiment niveau Yonko. Ils maîtrisent pas mal le... On voit qu'en fait, on pressent qu'ils maîtrisent le Haki des rois. Et deuxièmement, le vrai problème de tout ça, c'est que normalement, ils étaient dans un combat à mort. L'un des deux devait périr parce que ce sont les lois des géants. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Personne n'a péri. Au contraire, ils ont des armes flambant neuves, ils sont très contents, ils boivent, ils sont contents, ils disent qu'ils vont aider Shanks. Mais c'est un petit peu gênant. Moi, je trouve ça un petit peu gênant. J'aurais au moins voulu que l'un des deux soit mutilé parce que il avoue avoir perdu et ne pas pouvoir continuer le combat parce que l'autre l'a mutilé. Mais non. Je pense qu'effectivement, Oda ne veut pas mettre fin à ce combat. Donc il a dû trouver une solution, sans doute pour que le combat soit interrompu. Donc c'est peut-être l'arrivée de Shanks, justement, qui les a trouvés et qui a fait interrompre le combat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur. Et sans doute qu'il n'y aura jamais de gagnant et jamais de vainqueur. D'ailleurs, Oda nous fait aussi un petit clin d'œil au tout début de One Piece. Donc cette scène-là qu'on voit avec Shanks et ce petit garçon, c'est carrément un clin d'œil à la scène de Shanks avec Luffy lorsqu'ils étaient dans le bar de Makino. Là, ça saute aux yeux, comment ne pas y penser? Et d'ailleurs, ce petit garçon, c'est clairement Vic le pirate. On le sait, Oda adore ce dessin animé, donc c'est pas étonnant qu'il ait mis un petit clin d'œil de Vic le pirate là-dedans. Oui, c'est vraiment intéressant, mais d'ailleurs, il est bon de rappeler qu'un enfant n'a pas sa place dans un bar. Alors que là, c'est toujours comme ça dans One Piece, c'est bizarre.
Shanks se dit être prêt à partir, mais pour aller où? Là, c'est vraiment la grande question. Est-ce que c'est pour aller battre Barto? Nous, on a quand même quelques doutes. D'ailleurs, il demande de l'aide aux géants, mais il va pas demander de l'aide aux géants pour aller battre Barto. Ça, c'est... Ni Kid. Ni Kid, ça c'est sûr. Voilà. Nous, on pense plutôt pour Barbe Noire. Il va aller sur Whiner Island. Et ça ferait vachement plus sens de demander de l'aide à ces deux costauds-là pour aller battre Barbe Noire. Oui, inutile de faire déplacer en fait les géants pour aller juste battre Kid qui est juste là. En plus, toute la flotte de Shanks est présente. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a un ennemi derrière tout ça et il faut aller le battre. Et c'est Barbe Noire. D'ailleurs, nous, ce qu'on pense, on va le dire après, on va bien le détailler, c'est que la bataille contre Kid ne va pas rester une bataille que contre Kid. Mais on en parle juste après. On fait un petit point également sur notre théorie donc, de la Lune, parce que là, le fait qu'on voit Elbaf, franchement, ça nous fait extrêmement plaisir, mais ça nous conforte un peu dans l'idée qu'effectivement, les Mugiwara vont aller sur la Lune. Et du coup, Oda, pour pallier au fait que tout le monde s'attende à aller voir Elbaf, et bien du coup, il nous le sert sur un plateau d'argent, là, directement. Et en plus, il crée énormément de points chauds pour ensuite faire une énorme coupure, les Mugiwara sur la Lune, couper du monde entier, pour au retour se dire « Waouh mon Dieu, on a encore des news incroyables, le monde est en feu !» Et là, ce sera direction, la fin de One Piece, sans aucun préavis. C'est comme ça pour Oda. La phrase de Lucky Roux semble aussi être un aveu parce qu'il accuse Ben Beckman en fait de faire attendre l'équipage en fait de Kid, lui aussi. C'est comme si que c'était Ben Beckman qui avait coupé le bras de Kid et nous on y croit totalement. Petit plus, il semblerait que Shanks ait un bar dans chaque port et une femme dans chaque bar. Et sans doute un enfant dans chaque bar. Aux abords d'Elbaf, le bateau de Kid se dirige vers les lieux, mais il croise également d'autres navires, ceux des capitaines subordonnés de Shanks. Ce sont tous de gros calibres selon Killer. Kid se met alors à regarder son bras, et son second lui lâche que cette fois, ce sera totalement différent. Ce n'était pas équilibré la dernière fois. Ils n'avaient même pas aperçu Shanks. Et cette fois, s'ils le peuvent, ils ne se contenteront pas d'un bras. Pendant ce temps, Shanks se met en marche, ses capitaines lui sautent dessus, et Kid finit ce chapitre en beauté en disant que Shanks n'aura sa vie que s'il perd. La fin est incroyable, mais là on s'attend à un combat totalement déséquilibré, pourtant Kid et Killer semblent dire que ce ne sera pas déséquilibré cette fois-ci. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont de nouveaux pouvoirs? Est-ce qu'ils sont de nouveaux alliés? Imaginons qu'il ait le Haki des rois revêti. C'est possible, hein, parce que Luffy l'a appris très rapidement. En 2 semaines, peut-être que Kid l'a appris. Ça peut être... En plus, il l'a vu, donc peut-être qu'il a compris comment ça marche. Mais ça suffira pas. Son éveil, on a vu, ça tient pas dans le temps. Donc ça aussi, ça suffira pas. Est-ce qu'ils ont un nouvel allié? Smoothie peut-être, parce qu'on l'avait dit... Enfin, on l'avait dit. Surtout, il l'avait dit que un Sweet Commanders l'avait aidé. Peut-être que ce Sweet Commanders en question est venu se rallier à eux et on pense que c'est Smoothie. Mais ça suffira pas encore une fois. Pourtant, Kid est un idiot, mais Killer ne l'est pas du tout. Et il dit que c'est équilibré, c'est plus équilibré maintenant. Ça n'a pas de sens, toute la flotte de Shanks est devant. Est-ce qu'ils ont d'autres pouvoirs? Est-ce qu'ils ont trouvé une arme antique? Est-ce qu'ils vont décimer la moitié de la flotte de Shanks et on ne le voit pas venir? Ce serait juste incroyable, mais ce serait possible. Mais n'oubliez pas qu'il y a Ben Beckman et Shanks. Alors là, Killer et Kid, à notre avis, ils font pas le poids. C'est bizarre, on dirait qu'Oda nous prépare un énorme truc, mais qu'on ne voit pas venir. On en profite aussi pour parler de cette esquisse qu'Oda dessine depuis très longtemps, c'est Shanks et Kid. Ce sont tous les deux le revers de la même médaille, finalement ils se ressemblent énormément, ils ont tous les deux énormément d'ambition, ils sont tous les deux roux. Ils ont tous les deux une cicatrice au niveau de l'œil et ils ont également tous les deux perdu un bras. Mais par contre, on a Shanks qui réussit absolument tout et on a Kid qui est un peu le martyr de One Piece. Voilà, il n'a pas réussi à avoir Big Mom, il a perdu contre Shanks déjà. À chaque fois, il a énormément de défaites, contrairement aux Shanks qu'on connaît tous. Et donc pour nous, il ne peut pas gagner. Alors, les solutions, c'est soit il a une arme antique ou un truc comme ça qui permet de prendre le dessus, soit il va perdre, il va être obligé de rejoindre l'équipage de Shanks, peut-être. Ça, ce serait un truc incroyable et étonnant. Ou enfin, quelqu'un d'autre va débarquer. Et ce serait Barbe Noire. Barbe Noire, on a fini avec l'eau, il a récupéré tous les copies de poneglyphes, il lui manque qu'un seul, celui sur Elbaf. Imaginons qu'il y en ait un sur Elbaf et on y croit réellement, on pense que c'est Shanks qui a ramené le poneglyphe rouge sur Elbaf. Eh bien, il débarque. Il débarque avec toute sa flotte. Et là, c'est la Battle Royale qu'Oda a annoncée. La Battle Royale entre tout ça, entre Kid, Garp, Barbe Noire et Shanks. Et ça fait un truc incroyable, un combat sans pareil. Une bataille navale qu'on va juste adorer. Et on y croit, on y croit et on y croit. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, Kid révèle son nouvel allié, c'est Smoothie. Il commence à attaquer les alliés de Shanks. Numéro 2, Ben Beckman intervient et il révèle que c'est lui qui a coupé le bras de Kid.
Numéro 3, le trait d'Egghead est révélé. C'est soit un clone de Vega ou alors Edison. Il a capturé Nami et Chopper. Numéro 4, Kizaru arrive avec tous les navires de la marine. Et enfin numéro 5, le Séraphin Doflamingo est révélé. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de laisser vos théories en commentaire. Vos commentaires, laissez un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Nakamas.